Pour mieux comprendre la guerre des Roses, nous devons remonter au XIVe siècle, environ 100 ans avant la bataille de Bosworth, où Richard a été tué. Tout a commencé avec le roi Édouard III. Il avait 5 fils, et normalement le trône passerait au fils aîné, puis à son fils aîné, au fil des ans. Le problème était que l'héritier d'Édouard, Édouard le prince noir, est mort avant son père, donc la couronne a dû passer à son petit-fils Richard II. Malheureusement, Richard n'avait que 10 ans quand Édouard III est mort. C'était son oncle Jean de Gaunt, le duc de Lancaster, plutôt que son oncle Edmund, duc de York, qui a assumé le rôle de protecteur et conseiller du jeune monarque. Richard II s'est avéré être un leader faible, qui a eu de la chance de survivre à plusieurs crises pendant son règne, y compris la révolte des paysans. En fait, de nombreux historiens pensent maintenant qu'il avait une sorte de trouble de la personnalité qui le rendait incapable de gouverner de manière compétente. En 1399, à la mort de son oncle Jean de Gand, Henry Bolingbroke, le fils de Jean, a choisi de tenter de gouverner le pays. Après avoir forcé Richard à abdiquer, c'est ensuite Richard qui est mort dans des circonstances très mystérieuses. Bien qu'on pense que Bolingbroke l'a fait mourir de faim au château de Pontefract. Et ainsi, Henri est devenu le roi lancastrien Henri IV d'Angleterre. York. Maintenant, la couronne passe à travers la famille au roi guerrier Henri V et à Henri V, qui est également décrit comme un dirigeant faible, probablement en raison d'une série de crises mentales. Aux yeux du pays, il était inapte à gouverner. Ensuite, nous pouvons ajouter une autre famille noble au mélange, la maison d'York. Eh bien, Richard, le duc d'York, père de Richard III, aide son cousin Henri VI avec son règne erratique, au point qu'il est nommé Lord Protecteur. Il décide qu'il a en fait une assez bonne prétention au trône lui-même, car les lignes de son père et de sa mère peuvent être retracées jusqu'à Édouard III. C'est le début de ce qui deviendra plus tard connu sous le nom de la guerre des Roses. Richard, duc d'York, est tué à la bataille de Wakefield en 1460, mais la quête du trône est reprise par son fils aîné Édouard IV, qui se trouve être le frère de Richard III. Édouard et Henri se battent avec la couronne qui passe en arrière et en avant comme une balle de tennis à Wimbledon pendant pas mal d'années. Henri est déposé par Édouard en 1461 et après d'autres conflits, il est capturé et emprisonné à la Tour de Londres en 1465. Mais il est bientôt de nouveau sur son trône en 1470, juste pour le perdre une fois de plus à Édouard 1 an plus tard, quand à la bataille de Westminster, son seul fils et héritier est tué et est renvoyé à la Bloody Tower. Il meurt dans des circonstances mystérieuses, remarquez-vous le motif qui se dessine. Avec des rumeurs que le frère d'Édouard, notre vieil ami Richard III, a eu un rôle dans sa mort. Donc Édouard IV a battu les Lancastriens. Il a le pouvoir, il a aussi, avec sa femme Elizabeth Woodville, 10 enfants, et surtout 2 d'entre eux sont des garçons. Mais ensuite, il meurt dans, oui, vous l'avez deviné, des circonstances très mystérieuses. Peut-être un poison, peut-être un très mauvais rhume, personne ne semble vraiment savoir. Richard III. Maintenant, le fils de 12 ans d'Édouard, le prince de Galles, devient le roi Édouard V d'Angleterre. Étant si jeune, il avait besoin d'un protecteur, et qui de mieux que son oncle Richard le duc de Gloucester, le frère de confiance de son père. Richard, ayant des vues quasi sur la couronne, intercepte le jeune Édouard se rendant à Londres sous la garde de son demi-frère et de son oncle pour son couronnement. Plus tard, il fait exécuter les 2 hommes. Richard a fait emmener son neveu à la Tour de Londres pour sa propre protection et il est rapidement rejoint là-bas par son jeune frère. Alors que les 2 garçons sont retenus, Richard repousse le couronnement de son neveu, puis prétextant leur illégitimité, il s'empare du trône et se fait couronner en juillet 1483. Après cela, on voit de moins en moins les jeunes princes jouer dans les appartements de la tour jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement dans, dites-le avec moi, des circonstances très mystérieuses. Henri Tudor. Maintenant arrive Henri Tudor. Son ascendance remonte à la liaison entre John de Gaunt et sa maîtresse Catherine Swynford, devenue par la suite son épouse. Le neveu de Gaunt, Richard II, a légitimé ses enfants. Mais Henri IV les a interdits, ainsi que leurs descendants, d'accéder au trône. Mais cela n'arrête pas l'ambitieux Henri. Henri est né en 1457. Sa mère Margaret n'a que 13 ans lorsqu'elle donne naissance à son unique enfant. Edmund, le père de Henri,
se bat pour la cause lancastrienne moins d'un an après le mariage de ses parents. Il est fait prisonnier par les yorkistes et meurt de la peste au château de Carmarthen, laissant sa jeune veuve seule et enceinte. En 1483, après avoir grandi et été exilé en France suite à la reprise du pouvoir par Édouard IV, la mère de Henri, Margaret, encourage son fils à usurper Richard III. À la cathédrale de Wayne, le jour de Noël, Henri promet d'épouser Élisabeth de York, la fille aînée d'Édouard IV. Avec ses frères, les princes de la Tour, présumés morts, elle devient l'héritière de son père. Avec le soutien des Français, Henri prépare une invasion totale. Étranger au pays qu'il essaie de conquérir, Henri débarque au pays de Galles, qui est historiquement un bastion lancastrien, et il marche avec ses 2000 exilés anglais et mercenaires français vers Londres, rassemblant des soldats gallois au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il ait amassé une armée considérable. Bosworth. Alors pourquoi le champ de Bosworth à Leicester ? Richard sait que l'invasion de Henri est imminente, mais il ignore de quelle direction vient la menace. Richard se positionne stratégiquement à Nottingham, au centre du pays, au nord de Leicester. Sachant que Henri est au pays de Galles, il marche vers le sud pour l'intercepter et l'empêcher d'atteindre la capitale. Arrivé à Leicester, Richard loge à l'auberge du Sanglier Blanc, son emblème personnel. Après sa défaite, l'auberge est rapidement renommée l'auberge du Sanglier Bleu pour ne pas contrarier le nouveau roi Henri. Apparemment, Richard ne passe pas la meilleure nuit là-bas, car selon la chronique de Croyland, je cite, « Le roi, dit-on, avait vu cette nuit-là dans un terrible rêve, une multitude de démons semblant l'entourer. Et le lendemain matin, le visage de Richard était décrit comme plus livide et effrayant que d'habitude. » En sortant de la ville fortifiée, Richard doit passer par le pont Bow. On dit qu'il heurte son éperon sur le bord du pont. Une vieille femme s'avance et lui dit, je cite, « L'endroit où tu as frappé ton éperon aujourd'hui est l'endroit où tu te cogneras la tête en revenant en ville. Une prophétie de la défaite à venir. » Ce sont en fait 3 armées essaiant qui se rencontrent à Bosworth le 22 août 1485. Les troupes de Richard étaient largement supérieures en nombre à celles d'Henry. Il a environ 8000 hommes, Henri seulement 5000. La 3e et la plus petite armée de 4000 est dirigée par le seigneur Thomas Stanley et son frère Sir William. Le seigneur Stanley est le beau-père de Henri, étant l'époux de sa mère, Dame Margaret. Mais Richard, conscient de cela, garde le fils de Stanley en otage pour le dissuader de se battre pour Henri. Ainsi, les 2 frères Stanley restent en retrait et ne se joignent pas au combat jusqu'à ce qu'ils puissent en voir quel côté va gagner. Les armées sont constituées principalement d'infanterie équipée de serpes et de lances. Il y a aussi des centaines d'archers et certains hommes portent des armes primitives et des pistolets. Les chevaliers et les hommes d'armes montent des chevaux de guerre et sont équipés d'une armure lourde. Le soutien se fait sous forme de canons qui tirent des boulets de fer, de plomb et de pierre. Richard, un chevalier et leader expérimenté, a mené des campagnes aux frontières écossaises et participé à de nombreuses batailles cruciales des guerres des Roses. Bosworth est la première bataille militaire de la jeune vie d'Henry, et il choisit de donner le commandement au plus compétent comte d'Oxford. Richard, cependant, dirige ses hommes de l'avant, toujours au cœur des combats. Alors que les armées s'affrontent, les 2 hommes demandent de l'aide à Lord Stanley qui refuse d'intervenir. Les 2 camps se bombardent maintenant mutuellement avec des arcs et des canons. Cela provoque la désorganisation des formations et encourage les hommes à se regrouper dans une mêlée sanglante. Pendant plus d'1 heure, les hommes se battent désespérément pour leur cause, envoyant des renforts pour renforcer leurs lignes au besoin. Les royalistes se battent pour leur vie avec des épées et des fléaux, Richard à leur côté. Sa couronne portée au-dessus de son casque signifie qu'il peut facilement être vu non seulement par ses propres troupes, mais aussi par l'ennemi. Les hommes d'Henri, avec Oxford en tête, sont plus que capables de tenir leur position et capables de faire fuir certains de l'avant-garde de Richard du champ de bataille. La mort d'un roi. Face à cela, le comte de Northumberland, commandant l'arrière-garde de Richard, refuse de l'aider. Alors, Richard risque tout dans une charge désespérée pour tuer Henri et mettre fin au combat une fois pour toutes. Maintenant, les Stanley choisissent enfin un camp, font leur mouvement et se lancent à l'attaque des hommes de Richard. Richard parvient à se rapprocher tellement de Henri qu'il est capable de tuer son porte-étendard, mais il est ensuite repoussé au bord d'un marais. Là, le cheval du roi reste coincé, et Richard est démonté et submergé par les hommes de Stanley, et selon Polydore Virgile, l'historien personnel de Henry Tudor, il est, je cite, « tué en combattant vaillamment dans la plus grande presse de ses ennemis ». Le rouleau de rue,
Une chronique illustrée écrite par l'historien contemporain John Ruse décrit sa chute comme, je cite, « Ce roi Richard, qui était excessivement cruel en son temps, a régné pendant 3 ans et un peu plus. Cependant, si je peux dire la vérité à son honneur en tant que noble soldat, bien qu'il était mince de corps et faible de force, jusqu'à son dernier souffle, il s'est tenu noblement dans une manière défensive, criant souvent qu'il était trahi et disant « trahison ». Treason, Treason. Et ainsi, goûtant plus souvent ce qu'il avait servi aux autres, il a fini sa vie misérablement. Et finalement, il a été enterré parmi les frères mineurs de Leicester dans le chœur. Richard est mort et la bataille est terminée avec la perte de plus de 1200 hommes. Sa couronne d'or était récupérée et placée sur la tête d'Henry Tudor par Lord Stanley, faisant de lui maintenant le roi Henri VII d'Angleterre. Il tient bientôt sa promesse faite à Rennes et épouse Élisabeth de York, réunissant enfin la maison de York et de Lancaster dans la maison de Tudor. Le projet Looking for Richard, les chroniques de Crowland, décrivent le traitement du corps du monarque mort après la bataille. Citation. Le corps de Richard a été trouvé parmi les morts. De nombreuses insultes lui ont été lancées et, de manière inhumaine, une corde a été passée autour de son cou avant qu'il ne soit emmené à Leicester. Richard, dépouillé et humilié, est jeté à l'arrière d'un cheval pour retourner en ville. L'une des nombreuses insultes qu'il endure implique un coup de couteau désagréable dans les fesses. Soi-disant, la tête de Richard heurte la même pierre sur laquelle il a accroché son éperon alors qu'il est ramené par-dessus le pommeau. Pour ajouter à son humiliation, son corps est exposé dans une église, en réalité un mausolée lancastrien. Il est essentiel que son corps soit exposé publiquement pour mettre fin aux rumeurs sur sa survie. Le 25 août, Richard est enterré dans le chœur de l'église du couvent franciscain des Greyfriars à Leicester, et d'une manière ou d'une autre, au cours des 500 années suivantes, sa tombe devient perdue. Jusqu'à ce qu'une femme nommée Philippa Langley, membre de la branche écossaise de la société Richard III, commence à écrire un scénario sur le souverain d'antan. Durant ses recherches, elle lit un nouveau livre de l'historien Michael Jones. Cela la pousse à commencer une recherche qui révélera l'une des plus grandes découvertes historiques sous un parking dans la ville britannique de Leicester. Rumeur. En 1538 arrive Henri VIII, le fils infâme d'Henry Tudor, et sa dissolution des monastères. C'est à ce moment que l'emplacement de la tombe de Richard III devient perdu. N'oubliez pas que les Tudors veulent calomnier Richard et ses souvenirs. Ils ne sont donc pas susceptibles de se soucier que les Greyfriars aient le site de son corps. L'église et les bâtiments monastiques de Greyfriars sont démolis lors de la dissolution, comme des centaines d'autres maisons religieuses en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande. En 1610, le cartographe John Speed note que, je cite, « enterré simplement dans Greyfriars qui, étant ruiné, sa tombe repose aussi obscure, envahie par les orties et les mauvaises herbes. » Un an après, il écrit son histoire de la Grande-Bretagne, relatant comment Richard a été exhumé pendant la dissolution et ses restes jetés dans la rivière Soar. Cette histoire devient si répandue que lorsque la recherche du corps de Richard commence en 2012, beaucoup de gens de Leicester croient encore qu'on ne trouvera rien parce qu'il est dans la rivière. On ne sait pas réellement d'où Speed a obtenu ces informations ou s'il a même déjà visité la ville car il place les couvents de la ville à l'envers sur sa carte. Plus tard, Robert Harrick, maire de Leicester, construit un manoir sur une partie du terrain. Il dit à son ami Christopher Wren qu'il pense savoir où se trouve la tombe de Richard. Wren est le père de l'homme qui deviendra célèbre pour la construction de la cathédrale Saint-Paul et aussi le tuteur du neveu de Robert. Il note dans son journal en 1612 comment Roberts lui montre, je cite, « une belle colonne de pierre haute de 3 pieds avec cette inscription « Ici repose le corps de Richard III, autrefois roi d'Angleterre ». Le site est transmis de propriétaire en propriétaire jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, il soit goudronné. Une partie de la zone supposée être l'emplacement du couvent devient un parking appartenant au département des services sociaux du conseil municipal de Leicester. Richard a 32 ans quand il meurt. La pièce historique de William Shakespeare sur le monarque le qualifie de bossulet. Citation, grossièrement estampillé, déformé, inachevé, avec une jambe boiteuse et un bras flétri. Bien que considéré comme de la propagande Tudor, le rôle de rue mentionne aussi qu'il avait, citation, des épaules inégales, la droite plus haute et la gauche plus basse. Cependant, Sir Nicholas von Poplo, un chevalier salésien d'Europe centrale en visite à la cour anglaise, a une description plus aimable du prince de haute naissance. Un an avant sa mort, il a dit, citation, « 3 doigts plus grands que moi, mais un peu plus minces, et pas aussi épais que moi, et beaucoup plus légèrement construits. »
Richard a des bras et des cuisses minces, ainsi qu'un grand cœur. Sans connaître la taille de sœur Nicholas, il est difficile de déterminer celle de Richard, mais il semble y avoir une possible anomalie de la colonne vertébrale. Un pressentiment? Voici maintenant Philippa Langley et son scénario sur Richard III. Elle part en voyage de recherche à Leicester pour visiter les lieux liés à Richard. Elle visite les vestiges du château, l'ancienne auberge du Sanglier Blanc et traverse le pont Beau. Puis elle fait un détour vers la zone où l'on pense que le couvent des Greyfriars existait autrefois. Maintenant, c'est un grand parking goudronné, assez grand pour 100 voitures. Dans le parking de New Street se trouve un vestige d'un mur médiéval. Philippa s'approche de ce fragment du passé et essaie d'imaginer à quoi ressemblait l'endroit du temps de Richard. Après avoir quitté New Street, Philippa remarque un autre parking en face marqué privé, mais soudainement, elle ressent un besoin irrésistible d'entrer. Elle contourne la barrière pour trouver un parking presque vide, entouré de bâtiments géorgiens, avec un grand mur victorien s'étendant devant elle du nord au sud. Attirée par le mur, Philippa est submergée par une étrange sensation en s'en approchant. Malgré la chaleur et le soleil, elle dit avoir eu la chair de poule. Sa bouche est sèche et son cœur commence à battre fort. Elle a l'impression de se tenir juste au-dessus de la tombe de Richard. De retour chez elle, elle est encouragée par ses amis et sa famille à ne pas ignorer ses instincts. Et lors d'une visite de retour sur le site, elle découvre qu'une lettre R blanche a été peinte à la main pour indiquer une place de parking réservée, juste à l'endroit où elle s'était d'abord tenue. Cela semble être un signe, et sa quête pour trouver la sépulture de Richard débute. Où se situe précisément l'église Greyfriars et, si des restes d'y sont découverts, comment peuvent-ils être identifiés comme ceux de Richard III? Étonnamment, une percée se produit. Dr John Ashdown Hill est un généalogiste, un historien et un membre de la société Richard III. Il peut retracer une lignée de descendantes entièrement féminines de la sœur aînée de Richard, Anne de York, jusqu'à Joy Ibsen, une Canadienne âgée. Dr Ashdown Hill a identifié la séquence d'acide désoxyribonucléique mitochondrial rare de Richard. Les mitochondries des femmes y contiennent l'acide désoxyribonucléique le plus abondant du corps. Nous ne recevons notre ADN-MT que de mère à fille, et avoir la séquence de Richard est formidable car il est probable qu'il en reste plus sur les restes. Après plusieurs années de collecte de preuves, de plaidoyer pour être pris au sérieux et une promesse que si Richard est retrouvé, il sera réinhumé dans la cathédrale voisine, le conseil de la ville de Leicester et l'université finissent par embarquer. La fouille. La veille du début des fouilles, personne ne croit qu'il y a beaucoup de chances de trouver les restes de Richard. Le but principal de la fouille est de localiser le couvent franciscain et, idéalement, la zone de l'église. Il y a peut-être une chance extérieure de localiser le chœur à l'est de l'église, et trouver Richard n'est pas considéré comme une attente réaliste. Une carte détaillée de Leicester créée en 1741 par Thomas Roberts est superposée à une carte moderne de la zone de recherche. Il est ironique que le parking des services sociaux, où a eu lieu la fouille, appartienne au département de la protection de l'enfance, compte tenu de l'implication possible de Richard dans le meurtre de ses deux jeunes neveux. Tout d'abord, un radar pénétrant est utilisé pour essayer de trouver les contours de tous les murs du couvent avant le début de l'excavation, mais cela s'avère inutile et ne montre rien. On sait que les murs principaux du couvent vont d'est en ouest. Il est donc décidé de creuser deux longues tranchées étroites, nord-sud, dans l'espoir que l'une d'elles croisera un mur principal du couvent et que des preuves seront trouvées. Les fouilles à l'extrémité nord de la tranchée 1 commencent le 25 août 2012, exactement 527 ans, jour pour jour après l'enterrement de Richard. C'est très proche de l'endroit où se trouve la lettre R peinte, qui est rapidement détruite par l'excavateur. À 2h15 ce premier jour, un petit morceau d'os de jambe est trouvé. Mais ce n'est pas la zone où les experts s'attendent à ce que le cœur soit, et il n'y a pas non plus d'autre archéologie dans cette partie de la tranchée, médiévale ou autre. Ne sachant pas si les restes de ce squelette sont à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église, la décision est prise de continuer l'excavation sans déranger l'os. Il pourrait appartenir à n'importe qui et même ne pas être dans l'enceinte des Greyfriars. Ils attendent alors, espérant une trouvaille plus significative. Dans la tranchée 2, des preuves d'un cloître sont trouvées et une troisième tranchée est creusée dans l'espoir de trouver les stalles du chœur. Il y a une grande excitation cependant quand un cercueil en pierre est trouvé là, mais il s'avère être un cercueil en plomb, contenant à l'intérieur le squelette d'une femme. Au 12e jour des fouilles, on envisage de réexaminer les os découverts le premier jour.
Après vérification de la licence d'exhumation, la tranchée est élargie et l'excavation débute. Le squelette. Le généticien Dr Thierry King et l'ostéologue Dr Joe Appleby commencent leur travail habillés en combinaison de protection complète avec des gants doubles et des masques, c'est pour prévenir toute contamination d'acide désoxyribonucléique. Alors que les filles dégagent minutieusement le squelette, il est clair qu'il s'agit d'un homme avec des blessures à la tête et une bosse. Mais il n'y a aucune preuve d'un bras atrophié ou d'une anomalie à l'une ou l'autre des jambes, bien que ses pieds soient à manquant. Il s'avère qu'une cave victorienne est construite à environ 1 cm de la tombe, il est donc probable que certains constructeurs victoriens aient coupé ses pieds sans le savoir. Les os, emballés séparément, sont emmenés pour analyse. Et il s'avère que le squelette a en tout 11 blessures et 9 d'entre elles sont sur sa tête. La blessure sur son os pelvien a probablement été causée lorsqu'il a été poignardé dans les fesses avec un poignard lors d'humiliation dans ce que l'on appelle une blessure d'insulte. La colonne vertébrale a une forme aiguë en S, indiquant une courbure vraiment anormale, ce qui signifie qu'il aurait eu une scoliose sévère plutôt qu'une bosse, le faisant porter son épaule droite plus haute que sa gauche. Tous les tests possibles sont effectués pour identifier pleinement les restes. L'étude de la stratification du site, la confirmation généalogique, l'analyse de l'acide désoxyribonucléique, les rapports d'ostéologie sur les os, les scans CT des restes avant et après le lavage, une enquête sur la scoliose, un examen du sol, une analyse de traumatologie médico-légale et le plus important de tous, la datation au carbone 14. Cette technique estime l'âge de la matière organique en mesurant la décomposition du carbone 14 dans le matériau. En ce qui concerne l'étude de la stratification, les restes sont trouvés dans la couche médiévale et la datation au carbone donne une probabilité de 95% que la personne dans la tranchée est morte entre les années 1450 et 1540. Richard, rappelle-toi, a été tué en 1485. On estime que la personne dans la tombe est morte entre la fin de la vingtaine et la fin de la trentaine. Richard avait 32 ans et les restes montrent également des signes d'une bonne nutrition et d'un régime riche en protéines, ce qui en fait un individu de haut statut. Malgré sa scoliose qui le faisait paraître plus petit, il mesurait environ 1,78 m. Des échantillons de sol de la tombe révèlent aussi des œufs d'Ascaris près de la zone où reposent les intestins du roi défunt. Les œufs d'Ascaris sont ingérés via la consommation d'aliments ou d'eau contaminée. Une fois éclos, les vers peuvent atteindre jusqu'à 1 pied de long. Il semblerait que le mode de vie noble de Richard ne l'ait pas protégé des infections parasitaires. L'absence de ténia suggère que le bœuf, le poisson et le porc qu'il consommait régulièrement étaient bien cuits avant consommation. Le coup de grâce. En ce qui concerne les blessures à la tête, il y a une plaie carrée sur le dessus du crâne, probablement causée par une dague rondelle. Il aurait fallu la battre avec une certaine force, peut-être avec 2 mains. Une arme à lame tranchante, probablement une épée ou peut-être une hallebarde, qui est une arme à 2 mains avec une lame de hache et une pointe à une extrémité, a dû être balancée si fort à l'arrière de sa tête qu'elle a tranché non seulement la peau, mais aussi l'os. 2 autres blessures similaires sont notées. Enfin, le coup de grâce a été porté par une lame de coupe similaire qui a enlevé l'arrière du crâne, exposant une section du cerveau. La mort aurait alors été immédiate. Cette idée de la tête étant agressée par des mouvements de tranchage correspond à un compte-rendu trouvé dans un poème d'éloge écrit pour le noble Rhys Thomas. Thomas avait plus qu'un simple intérêt passager pour les événements de la bataille de Bosworth et certains disent même qu'il était responsable du coup fatal porté au roi Richard. Fervent lancastrien, cela n'empêche pas Thomas de prêter serment pour défendre le roi yorkiste Richard. En récompense, Richard le nomme lieutenant principal du sud-ouest gallois. Cependant, quand Henry Tudor débarque au pays de Galles, Thomas trahit le roi et rallie les troupes d'Henry, mobilisant les Gallois sur leur route vers la bataille. Preuve acide désoxyribonucléique. Une reconstruction faciale de Richard commence par un expert en anthropologie faciale, utilisant des scans CT3D et des photographies du crâne. 50 acides désoxyribonucléiques anciens est difficile à gérer et prend plus de temps à isoler que l'acide désoxyribonucléique moderne. Il se dégrade après la mort et ne sera disponible qu'en petite quantité, le cas échéant. 4 molaires sont extraites du squelette du monarque défunt dans l'espoir que l'émail protégera son acide désoxyribonucléique, réduit en une fine poudre, la moitié étant envoyée à l'université de York et l'autre à une université à Toulouse en France. En utilisant 2 échantillons et 2 sites de test, on évitera les erreurs potentielles.
Malheureusement, la Canadienne Joy Ibsen est décédée en 2008, mais son fils Michael, qui vit à Londres et est considéré comme le neveu de la 17e génération de Richard, a fait séquencer son acide désoxyribonucléique et le code est identifié. Il s'avère que c'est une correspondance parfaite et Michael est un descendant direct de la sœur du roi Richard, Anne de York. Guerre des Roses, partie 2, Electric Boogaloo. Maintenant qu'il a été prouvé que le squelette est celui du roi médiéval Richard III, des appels sont lancés pour qu'il soit réinhumé dans un lieu plus approprié pour un monarque anglais, comme l'abbaye de Westminster. Mais ce sont ceux qui croient que Richard devrait retourner à York qui font le plus de bruit. L'Alliance Plantagenet affirme que Richard voulait être inhumé à cet endroit. En août, 2013-15 descendants indirects du roi défunt déposent une plainte pour contester son inhumation à Leicester, insistant pour qu'il soit plutôt enterré à la cathédrale de York. Un juge décide qu'il y a un fondement juridique pour contester son enterrement à Leicester, mais conseille aux parties de régler l'affaire à l'amiable. Cependant, en mai 2014, il est décidé qu'il n'y a pas de motif de droit public pour que le tribunal interfère avec les décisions en question, parce que Richard a des millions de descendants et donc le groupe n'est pas les seules personnes qui peuvent parler au nom de Richard. Cependant, certains, comme l'historien controversé David Starkey, pensent que York a eu de la chance. Lors d'une conférence à York, interrogé sur le fait que Leicester ait obtenu les droits d'inhumation, il a répondu « C'était un roi terriblement mauvais. Qu'il le garde ?» Enfin, en paix. Michael Ibsen, dont l'acide désoxyribonucléique a été crucial pour identifier Richard, est un charpentier qui conçoit le cercueil en chêne anglais pour la réinhumation. Le squelette est scellé dans une ossuaire doublée de plomb puis placé dans le cercueil en bois. Richard est ensuite emmené sur le champ de bataille de Bosworth, où il a rencontré sa mort violente le 22 mars 2015 après une cérémonie devant le bâtiment principal de l'université de Leicester. Après avoir été ramené dans la ville sur un corbillard tiré par 4 chevaux, le cercueil reste en repos pendant 3 jours afin que le peuple puisse rendre hommage au roi médiéval. À un moment donné, les files d'attente pour cela durent 5 heures car tant de personnes sont venues. Un tombeau est conçu par le cabinet d'architecture Van Heineken et Awar. Un bloc blanc de pierre fossile de Swaledale rectangulaire est extrait dans le North Yorkshire spécifiquement pour le projet. Il est gravé d'une croix et repose sur un socle en marbre noir de Kilkenny avec le blason, le nom, les dates et la devise de Richard, « Loyalty binds me », la loyauté me lie. Le cercueil est descendu dans une voûte doublée de briques sous le sol, le socle et la pierre tombale. La réinhumation a lieu le 26 mars avec un service religieux à la cathédrale de Leicester, officié par le évêque de Leicester et l'archevêque de Canterbury. Les fonds pour la conception du tombeau sont collectés par la société Richard III via le projet Looking for Richard de Philippa Langley. Le duc et la duchesse de Gloucester et la comtesse de Wessex représentent la famille royale britannique. L'acteur Benedict Cumberbatch est sur le point de jouer Richard dans l'adaptation de Hollow Crown de la British Broadcasting Corporation, et il lit un poème écrit par Carol Ann Duffy lors du service. Après la mort de Richard III, il a été jeté nu et sans cérémonie dans une tombe à la va-vite à l'église des Greffriards, sans cercueil ni linceul. La tombe a ensuite été perdue, tout comme sa réputation, sous la propagande Tudor. Son décès a marqué la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Plus de 500 ans plus tard, ce qui a commencé comme une intuition sur un parking s'est transformé en une recherche remarquable d'un roi perdu, un homme qui reste l'un des dirigeants les plus controversés de l'histoire. Merci d'avoir regardé cet épisode sur la folie médiévale. Faites-nous savoir si vous aimez ces longs documentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.